podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis en compagnie d'une docteure en nutrition qui est auteure de 17 livres. Vous l'avez vu à la TV, vous l'avez entendu à la radio. C'est certain que vous la connaissez, Isabelle Huot. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et bienvenue sur le podcast. Bien, c'est un grand plaisir de passer ces beaux moments-là avec toi. Merci beaucoup. Écoute, ma première question, c'est comment ta passion pour la nutrition est arrivée dans ta vie? Écoute, comme toute étudiante, je me cherchais un peu. J'ai commencé par étudier en psychologie parce que j'ai toujours été super altruiste. J'aimais aider les autres. Je faisais du bénévolat auprès des personnes handicapées, entre autres. Je voulais vraiment travailler près des gens. Donc, j'ai étudié en psychologie à l'Université d'Ottawa. Okay. Après ça, je me suis dit, ben là, le volet santé physique me manquait un peu, fait que je suis allée étudier en ergothérapie. Et là, finalement, je ne sais pas ça non plus. Et je dis, qu'est-ce que je veux vraiment faire? Puis j'ai dit, je veux être missionnaire en Afrique. J'ai envie d'aider, traiter la malnutrition en Afrique. C'est vraiment ça que je voulais faire. J'étais à Ottawa à l'époque. J'ai entendu parler d'un programme à l'Université de Montréal avec une prof, Hélène Delisle, spécialisée en nutrition internationale. Donc, j'ai quitté Ottawa, je suis venue à Montréal pour me rapprocher de son enseignement, Hélène Delisle. Puis, tout le long de mon bac, maîtrise, doctorat, mon but était d'aller faire des missions en Afrique. Fait que c'est vraiment ce qui m'a amenée en nutrition. C'était pas du tout de faire des médias, de la communication. C'était vraiment de contrer la malnutrition dans le monde. OK, super. Oui. Puis, dans le fond, c'est quelque chose qui est arrivé un petit peu Ben, c'est pas quelque chose qui était prédéterminé pour toi, là. Non, pas du tout. Moi, j'ai toujours eu la piqûre des voyages. Donc, je faisais des voyages. Puis après ça, je dis, tiens, pourquoi je ne vendrais pas des articles sur les voyages que j'ai faits ou sur les salons internationaux d'alimentation à Paris? Pourquoi je ne vendrais pas des articles sur ces salons-là, ces voyages-là? Donc, j'appelais les magazines. Je demandais à parler au rédacteur en chef. Il n'y a pas Internet à l'époque, là. Donc, au téléphone, où j'envoyais des lettres. J'ai commencé à écrire dans plusieurs magazines. J'ai commencé des chroniques télé comme ça aussi, un peu par hasard, une belle rencontre. Je suis productrice d'une émission à Canal Vie. Donc, je me suis dit, ben écoute, les médias me permettent d'étudier, de continuer à faire ma maîtrise, mon doctorat. Ça me donne un revenu. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai été parachutée dans les médias. Puis aujourd'hui, après tant d'années, c'est plus de 25 ans là, que je fais de la nutrition dans les médias, bien, j'ai le privilège d'être encore à la radio tous les jours, à la télé toutes les semaines. Et dans le Journal de Montréal et de Québec toutes les semaines, dans les magazines. Je suis encore bien présente dans différentes tribunes, là. OK, super. Puis, ça a été quoi l'élément déclencheur pour toi qui a fait que je me pitch all-in dans la nutrition? La nutrition ou les communications? Bien, les deux, oui. Les deux. Bien, les coms, finalement, j'ai fait ça tout mon maîtrise doctorat. J'ai continué par la suite à faire que ça, en fait, de 27 ans à 39 ans. Okay. Donc, des livres, j'ai publié beaucoup, beaucoup de livres, chroniques télé, radio, conférences, toute la sphère médiatique. Par la suite, à 39 ans, je me suis dit, bon, dans les médias, on est toujours sur un siège éjectable, on ne sait pas si on va être reconduit, on signe à la semaine. Donc, j'ai dit, ça serait bien d'avoir un plan B. Puis c'est là que j'ai lancé mon entreprise de prêt-à-manger il y a maintenant 13 ans. Okay. Que je déploie maintenant en ligne, en épicerie, avec toutes sortes de produits alimentaires. Mais c'est là que j'ai fondé ma première entreprise avec des employés, un vrai bureau, etc. OK.
Puis c'était comment de se lancer en tant qu'entrepreneur comme ça? Ben, tu sais, j'ai toujours été travailleur autonome parce que j'étais pigiste, en fait, pour différents médias. Ouais, Mais ouais, ouais. la première étape où tu dis, bon, ben là, je dépense vraiment de l'argent, là. J'ai des employés, j'ai des frais, j'achète des matières premières, je paie des frais d'entreposage. Il y a un risque financier. C'est un petit peu insécurisant au début. De prendre ce risque-là. D'ailleurs, je suis dans plein de réseaux de femmes d'affaires. Les femmes sont toujours un petit peu plus fragiles au risque. Donc, j'ai été un petit peu fragile au risque et finalement, je viens de lancer à 53 ans aujourd'hui une nouvelle entreprise encore, où je prends beaucoup de risques financiers. Donc, une fois que tu as le pied dedans, ben là, tu as le bonheur de créer une entreprise puis de participer à son déploiement. Fait que c'est incroyable. OK, excellent. Ben, félicitations pour ta nouvelle entreprise. Oui, je vais la montrer. Écoute, je pars 2 secondes. C'est des soins corporels Nourish. On ne voit pas beaucoup la marque. OK, C'est des OK. cosmétiques à base d'ingrédients alimentaires. Ah ouais, OK. Super. Ouais. Puis c'est venu de où, cette idée-là? Bien, je me suis dit, bon, dans l'alimentaire, nos marges sont très, très petites. On a des marges de 5 en moyenne. Je me suis dit, bon, ben, c'est toujours du gros, gros volume. Et là, j'ai dit, il faut que je me trouve un projet que je peux dégager une marge supérieure pour faire plus de marketing. OK. Et l'industrie des cosmétiques, mais différemment, en étant très dans la naturalité. Donc, je suis 99,7 naturel avec des ingrédients alimentaires. Donc, de la camerise, du raisin. Donc, on est vraiment distinctif. Puis aussi, l'autre idée, c'est que ce n'est pas mon nom. Donc, tranquillement, je n'ai pas besoin d'être là pour supporter la marque comme je le suis dans ma gamme alimentaire. Le visage de la marque ne sera pas moi, qui est un plus pour le futur. OK. Excellent. Mhm. Ouais. Puis, sinon, ton envie d'écrire des livres, c'est apparu comment, ça, dans ta vie? Ben, en fait, le premier livre, c'est une éditrice qui m'a approchée et qui m'a dit, Annie Tonneau, elle m'a dit, Isabelle, je veux que tu fasses un livre. J'ai pas le temps, je fais mon doctorat, je peux pas faire un livre en même temps que je fais une thèse de doctorat. Et elle m'a dit, ah, Isabelle, ça va être bien, bien simple. On va juste prendre toutes tes chroniques que tu écris dans 7 jours depuis des années, puis on va en faire un livre. Et finalement, quand j'ai mis tout ça ensemble, ça se tenait pas, c'était pas intéressant. Donc, j'ai recommencé, j'ai fait ce premier livre-là qui s'appelle Les conseils santé d'Isabelle. On a bien vendu, on a même réédité le livre là, quelques années plus tard. Et puis maintenant, ben, j'en ai fait 17. Je pars en France lancer mon dernier livre, Mieux vivre la ménopause. Je m'en vais le lancer en France et en Belgique. Donc, j'ai des livres qui ont un déploiement en français, mais aussi j'ai des livres traduits en italien, j'ai des livres traduits en allemand, donc j'ai des livres un petit peu partout maintenant. OK, félicitations. Oui, c'est le fun, ça. C'est vraiment le fun. Comme là, le livre qu'on lance dans la francophonie, donc Belgique, France, Suisse. Puis de faire le lancement sur place avec ma co-auteure, Lynn des Hôtels, c'est vraiment chouette. Ouais, puis en plus, ça te permet de combiner une autre passion dans ta vie de voyager. Oui, c'est vrai. J'adore voyager. Moi, j'ai visité 67 pays. OK? Non, 68 parce que je viens d'aller en Islande et je veux me rendre à 100. Fait qu'il va falloir que je travaille un peu moins pour me rendre jusqu'à 100, là. Puis, Avoir un petit peu plus de loisirs. ouais, ouais, ouais. Puis c'est quel pays qui a été ton plus grand coup de cœur à ce jour? L'Inde, OK? parce que c'est un dépaysement total, total, total. C'est incroyable, tant par la nourriture que les habitants, c'est bondé, les rues, c'est vraiment particulier. J'ai l'Égypte que j'ai fait cette année, que j'ai adoré aussi. Israël. Euh, L'Afrique du Sud aussi, le Kenya. J'en ai plusieurs dans mon top 5, le Vietnam. Je dirais que c'est pas mal mon top 5, ça. OK, Mhm. super. Puis, Ouais. lequel des livres que tu as écrits qu'on te parle le plus souvent?
La ménopause et Cessez de manger vos émotions, qui est un livre qui a été traduit dans plein de langues, qui répond vraiment aux personnes qui ont un trouble alimentaire d'hyperphagie boulimique, donc des gens qui ont des pertes de contrôle par rapport aux quantités d'aliments consommés, qui ont un sentiment de culpabilité. Puis il y a aussi mes livres Kilo Cardio qui ont fait fureur. Ce livre-là a été refusé par mon premier éditeur à qui je l'ai présenté. Il dit « Ah non, des menus, des recettes, personne ne va faire ça. » Écoute, on a vendu 400 000 copies. Ça a été un méga succès. On a fait 3 éditions avec José Lavigueur et Guy Bourgeois comme motivateurs. Donc, on avait à la fois l'entraînement, la nutrition et la motivation. Et ça a été un grand succès, les kilos cardio. Je dirais que c'est les livres où j'ai connu le plus grand succès, c'est vraiment les livres kilos cardio. OK, super. Puis, lequel que tu es le plus fier à ce jour? Bien, celui où kilo cardio, j'aidais les gens à perdre du poids, mais cessez de manger vos émotions. Quand je vois, même en France, des Françaises se photographier sur Instagram avec mon livre puis qui disent « Oh mon Dieu, ça me fait tellement du bien », ça rejoint l'aspect psychologique qui m'intéressait beaucoup au début de mes études. Donc, c'est vraiment d'aider les gens à vaincre leurs problèmes alimentaires. Puis pour ça, ben, on joue beaucoup la carte psychologie, puis les conseils nutritionnels aussi. Donc, je pense que c'est un livre que j'ai coécrit avec une psychologue, docteur en psychologie. Puis c'est un livre vraiment, vraiment très utile pour les gens. Fait que ça me fait du bien quand je lis les commentaires sur ce livre-là. OK, excellent. Puis, qu'est-ce que tu dirais à un auditeur ou une auditrice qui nous écoute puis qui aimerait ça se lancer à manger mieux? Bien, c'est quoi le premier truc qui serait le premier truc de base? Bien, le premier truc, c'est pas d'enlever des choses qu'on aime, mais d'ajouter des choses. Donc, au lieu de dire je suis en restriction, je peux plus manger ça, de dire commençons par manger plus de légumes. Ça, c'est un incontournable. Ouais. Plus de légumes, regarde, j'en mange 2 par jour, je m'en mangeais 3, c'est déjà bon. Puis réduire aussi les boissons sucrées. Les gens aiment beaucoup les boissons sucrées. Il y a toute une vague de prêts à boire maintenant, mais des fois, il y a tellement de sucre. Donc, de retrouver le bon goût de boire de l'eau, ça, c'est toujours gagnant. OK. Puis, toi qui travailles et qui baignes toujours dans la nutrition à tous les jours, qu'est-ce que tu penses un peu? Puis, c'est quoi ton opinion pour les diètes puis les tendances nutritionnelles qui ont beaucoup évolué, là? Oh mon Dieu, oui. Moi, quand j'ai fait mon bac, c'était Montignac qui était hyper populaire. Puis bon, il y avait Atkins, Montignac. C'était vraiment ça, les approches les plus populaires. Ben, Weight Watchers, puis Mince à Vie, bien sûr. Aujourd'hui, c'est le keto, le régime cétogène puis le jeûne intermittent qui sont les 2 approches les plus populaires. Mon avis, ben, le cétogène, je ne le recommande pas, je ne l'ai jamais recommandé. Sauf dans certaines conditions de troubles neurodégénératifs où on a des pistes de recherche intéressantes. Mais le jeûne intermittent, on commence à avoir des données intéressantes sur la réduction de l'inflammation, sur le profil métabolique, la diminution de la résistance à l'insuline. Je trouve qu'on a de plus en plus de données. C'est assez récent comme littérature, mais le 16-8, entre autres, qui est pratiqué de plus en plus. Donc, jeûner 16 heures, manger pendant 8 heures. Il y a une perte de poids qui est somme toute légère là, dans les études. Là. Sur 12 mois, là, tu ne perds pas 100 livres. Là. Mais il y a un avantage au-delà de la perte de poids sur la santé métabolique, sur la tension artérielle notamment, sur la glycémie, sur la réduction de l'insuline, de l'insulinémie. Oui. Et ça, je trouve ça bien. Si quelqu'un veut le pratiquer, c'est ça que j'aime bien la part d'un ou d'une nutritionniste qui va être capable de rencontrer les besoins nutritionnels avec 2 repas seulement puis une collation, parce qu'à partir du moment où on enlève des prises alimentaires, bien, il faut combler quand même nos besoins en calcium, en zinc, en fer avec 2 repas au lieu de 3.
Donc, c'est quand même prometteur, je dirais, comme données qu'on a là. Avant, on avait juste des modèles animaux, mais là, on commence à avoir des études chez l'humain là, depuis 2019. OK, excellent. Puis, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut se combiner à quelqu'un qui fait du sport? Oui, parce que oui, effectivement, ben, oui et non, puis ça dépend des gens. Parce que l'entraînement à jeun est de plus en plus populaire, hein. Le Ouais. train low, un entraînement sans aucun apport. Il y en a qui vont prendre un café parce que la caféine va épargner tes réserves de glycogène, puis va améliorer la performance aussi. Donc, un ou deux cafés avant l'entraînement, mais noir. La personne va s'adapter pendant la période d'entraînement, puis ça va permettre d'utiliser d'autres substrats que juste le sucre, parce qu'on est en sport d'endurance, on est très dépendant des réserves de sucre dans le foie puis dans les muscles. Puis quand ça, c'est épuisé, c'est pour ça que quand tu fais un marathon, tu as besoin de sucre, fait que tu as besoin de gel de glucides à base de sirop d'érable ou autre. Mais de développer d'autres voies métaboliques un petit peu moins glucodépendantes fait en sorte que justement, on peut fournir un effort de longue durée avec d'autres voies métaboliques. Fait qu'on commence à l'étudier. On voit deux choses. Quand tu t'entraînes à jeun, des fois, la personne va donner un peu moins d'intensité parce qu'elle manque un petit peu de carburant. Puis, tu sais, c'est ça qu'il faut évaluer parce qu'on a vu, notamment dans la dépense calorique, que le jeûne intermittent, ben, tu finis avec un déficit énergétique de 350-400 calories dans ta journée, comme tu n'as pas de déjeuner. Donc, tu peux t'entraîner, mais si tu donnes moins d'intensité, tu as moins de dépenses caloriques reliées à l'entraînement aussi, mais tu aurais une meilleure oxydation des lipides. Donc, ça peut être intéressant à essayer. Il y a plusieurs personnes du monde sportif qui l'essaient. C'est vraiment nouveau parce qu'on sait qu'un sportif est dépendant des glucides en général. Là, et de s'entraîner avec le jeûne intermittent, ben, ça demande une adaptation métabolique. Là. Oui, puis c'est excellent qu'est-ce que tu dis aussi pour s'adapter à l'intensité. Oui. Puis il y a aussi la durée de l'entraînement, je crois, qu'il faut apprendre à respecter, là. Oui. Ben oui, absolument. Toi, qu'est-ce que tu fais comme entraînement, là? Ben moi, je m'entraîne pour souvent des courses d'ultramarathon, Wow. mais j'ai une course de 80 km dans 6 semaines. OK. Qu'est-ce que Donc, tu manges? Est-ce que ta communauté le sait, ce que tu manges au quotidien pour bien performer? oui, mais en fait, je fais 1 à 2 entraînements souvent par semaine en jeûne intermittent, si on veut, ou à Ah, jeun, parce que oui. je pense que ça l'aide un petit peu à brûler des graisses. Oui. Mais j'ai pas trop d'intensité, puis pas trop souvent non plus pour. Oui. Ouais, fait que. Non, mais ça, c'est excellent parce que ton organisme s'adapte à utiliser une autre source de carburant qui peuvent être les corps cétoniques et d'utiliser le sucre à d'autres moments. Fait que tu as une belle flexibilité métabolique quand tu fais les deux. Ouais, 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 ouais. Super. Oui. Puis, est-ce qu'il y a d'autres diètes présentement que tu penses qui sont bonnes, qui sont tendances? Ben, les plus tendances, c'est ça, mais ça change selon les années. Il y a 7 Ouais, ans, ouais, ouais. c'était la diète hypotoxique, sans gluten, sans produits laitiers. Ouais, Ça, c'était ça. Et le paléo. Là, ouais. là maintenant, c'est ces deux-là. C'est vraiment les plus tendances, mais je vois encore des adeptes de fitness pal, de tout mesurer les calories. Il y en a qui ne jurent que par ça aussi. Il y Ouais, a ouais, la ouais. tendance du 1000 a day, fait qu'un repas par jour. Fait que c'est vraiment jeûner vraiment sur une période beaucoup plus longue. Ça, c'est tendance aussi. Il y en a d'autres dans des influenceurs sur TikTok qu'on voit avec les capteurs de glucose carrément dans le bras parce qu'ils surveillent la glycémie sur tout. Ça, c'est assez tendance chez les influenceurs aussi. Là. C'est vraiment un capteur de glucose. Normalement, c'est réservé aux personnes diabétiques, mais il y en a qui portent ça juste parce qu'ils sont un petit peu freak, entre guillemets, de surveiller leur glycémie en tout temps. Là.
Donc, écoute, les diètes, là, c'est des modes. Là, c'est ça. Ça va être quoi dans 1 an ou 2? Moi, je reviens toujours à la base, qui est le régime méditerranéen, qui est le meilleur régime qui soit, avec moins de protéines animales. C'est mieux pour l'environnement, avec les végétaux, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, des noix, des graines, des légumineuses. Tu sais, c'est quand même la base, là. Plant-based, c'est vraiment une approche santé sur le long terme qui est associée à moins de maladies cardiovasculaires, moins de cancers, moins de maladies d'Alzheimer, de Parkinson, moins de dépression également. Fait que c'est vraiment un régime alimentaire qui n'est pas une diète en soi, là, qui est associé à la longévité. OK, excellent. Puis toi, est-ce que tu suis quelque chose de spécifique comme nutrition pour toi-même? Ben moi, je suis plutôt végé. Donc, le OK? flexitarisme, c'est ça. Mais moi, je suis facile à recevoir. Genre, tu me fais un hamburger, je vais le manger. Parce que moi, le monde, il y a beaucoup de gens qui se sont inventés des intolérances au fil des dernières années, je trouve, qui vont, Ouais, ah ouais, non, ouais. moi, pas de gluten, pas de produits laitiers. Ah oui? Allergologue, donne-moi les résultats. Il n'y a jamais de résultats. Il y a une partie psychologique aussi. Ah, je pense que je ballonne. Je pense que, bon, moi, là, regarde, oublie ça, tu me reçois, je suis simple comme tout. Tu me sers n'importe quoi, mais si j'ai le choix, bien là, si j'ai le choix, c'est sûr que ça va être soit des fruits de mer ou un plat complètement végé. Même au resto, je ne vais jamais manger de viande ou de poulet. Si j'ai le choix, c'est végétarien ou poisson. Si je n'ai pas le choix, je suis la meilleure convive parce que je vais manger tout. OK, OK, excellent. Puis, est-ce que tu penses qu'il y a moyen que ça soit sain suivre un certain régime alimentaire ou... Oui, mais tu sais, tu dis pourquoi on le fait. Tu sais, c'est ça qu'on est dans une ère Ouais. de diversité corporelle. Mais pour Mhm. moi, l'obésité est quand même associée à des complications de santé. Ouais. Parce que oui, il y a le profil métabolique, cholestérol, diabète, hypertension, mais même un obèse métaboliquement sain, donc il y a tous les paramètres lipidiques, la glycémie, il n'y a pas d'hypertension, a de l'inflammation de bas grade. Et cette inflammation-là, qui est très pernicieuse, est très néfaste pour la santé. Puis on le sait aujourd'hui, ce qu'on ne savait pas il y a 20 ans. Donc, c'est sûr que si j'ai quelqu'un qui vient me voir en obésité, puis que le profil métabolique est bien, je vais quand même tenter de réduire le poids corporel, ne serait-ce que 5 à 10 pour la santé globale. On sait que l'obésité est associée à 13 types de cancers aussi. Donc, moi, je ne suis pas de la trame parce qu'il y a un gros courant en nutrition de anti-diète. On s'accepte tel qu'on est. Moi, je crois qu'un excès de cellules adipeuses peut nuire à la santé globale. Donc, j'ai une réflexion plus interventionniste. Je vais vouloir intervenir pour réduire la masse grasse, puis je vais le faire de la bonne façon, puis je vais le faire avec, comme j'ai fait pendant 30 ans de clinique, avec l'approche psychologique aussi. J'ai fait beaucoup de thérapie dans le sens d'accompagner mon client qui a des troubles alimentaires. Je ne mettrai pas sur un régime très strict parce que je sais que ça peut générer des compulsions alimentaires. Donc, la bonne approche, je dirais, pour la bonne personne. Mais absolument, un régime, ça peut être tout à fait équilibré, puis on peut atteindre l'objectif, puis on peut même maintenir le poids qu'on dit, ah, il y a juste 5 des gens qui maintiennent leur poids. Ça, c'est une statistique qui date de 1959, qui est même plus vraie aujourd'hui. Il y en a beaucoup plus que ça qui maintiennent leur poids, là. OK. Puis, qu'est-ce que tu penses aussi des gens qui coupent tout gluten? C'est Ouais. ça? Bien, le gluten, oui, pour 1 de maladie cœliaque, mais aussi pour 3 à 6 des gens qui ont une hypersensibilité non cœliaque au gluten, qui réagissent au gluten. Puis les symptômes sont assez difficiles et très subtils. Ouais, ouais. Fatigue, migraine, un peu de ballonnement. Tu sais, ça ressemble un petit peu au côlon irritable. Fait qu'il faut vraiment distinguer les deux. Mais il y a quand même 95 de la population pour qui le gluten est inoffensif. Puis les produits sans gluten, il y en a des très bons aujourd'hui, mais il y en a des pas bons aussi avec des indices glycémiques élevés. Quand c'est juste farine de riz, de maïs,
puis du sucre ajouté, on est mieux de prendre un grain entier que ça. Mais je te dirais qu'il y a 5-6 de la population, bien, mettons jusqu'à 7 qui ont un intérêt à retirer le gluten. Mais souvent, les gens ballonnent et pensent que c'est le gluten qui est une protéine qu'on trouve dans le blé surtout, mais dans le seigle, dans d'autres grains céréaliers. Mais dans les faits, c'est souvent les fructanes, qui est un type de glucide. Donc, on réagit aux glucides et non aux protéines. Fait qu'il faut être prudent quand on dit « je suis intolérant au gluten ». Ah, es-tu sûr que tu n'as pas un côlon irritable puis que tu es intolérant au fructane, qui est un type de glucide dans le blé? Fait que tu sais, je trouve qu'il y a eu mauvaise presse, mais il faut être prudent avant de l'accuser. OK, excellent. Ou sinon, consulter un ou une nutritionniste, Oui, j'imagine. oui, absolument. Puis de consulter un expert pour vraiment faire le point sur les intolérances. Oui. OK. Puis, est-ce qu'il y a des tests qui se font qui sont valides pour le gluten? Bon, Ça semble compliqué un peu, hein? c'est compliqué parce que tu vas faire ton test d'enzyme transglutaminase, mais ça, c'est une maladie cœliaque et après confirmé par une biopsie parce que une intolérance non cœliaque au gluten, tu n'as pas d'atteinte intestinale, tu n'as pas d'inflammation, tu n'as pas. Fait que tu ne le verras pas. Fait que les seuls tests, tu peux faire des tests génétiques où on peut voir si tu es porteur, porteuse du gène qui prédispose à l'intolérance au gluten. DLQ4, je pense, là, je ne me souviens plus du nom exact, mais tu peux voir ça dans un test génétique que tu vas payer quand même 350 et qui te révèle juste s'il y a une prédisposition génétique. Sinon, c'est de retirer le gluten et de voir l'impact, mais il y a tellement un effet placebo, là. Les gens me disent « Ah, j'ai retiré le gluten, j'ai plus de ballonnement. » Puis d'un coup, ils s'en vont, ils sont en vacances. Puis en vacances, là, la plupart des gens qui ont un côlon irritable, tout va tellement mieux en vacances parce qu'il y a un lien très étroit entre le stress, l'anxiété et les problèmes intestinaux. Fait que c'est-tu vraiment le gluten ou c'est le stress que tu vis puis l'anxiété que tu vis? Souvent, les gens qui ont le syndrome de l'intestin irritable, c'est des gens qui sont très anxieux. OK. OK, super. Ouais, puis c'est bon aussi de. Ben, moi, ce qu'on m'a recommandé, je suis vraiment pas un expert, là, mais ce que mon médecin m'avait recommandé, c'est de prendre, tu sais, quand je me sens pas bien, c'est de prendre des notes, qu'est-ce que j'ai mangé, puis qu'est-ce qui me fait sentir moins bien. Ça, j'adore ça parce que sinon, on oublie ce qu'on a mangé. Donc, on tient un journal alimentaire, un journal de bord, puis ça, c'est un excellent réflexe de noter ce qu'on mange et ses symptômes. Donc, j'ai mangé des pâtes ce soir de blé, donc oui, il y a du gluten. Et 2 heures après, j'étais ballonnée pas bien, migraine. Et on tient ce journal-là là, pendant 2 semaines. Et après ça, c'est sûr que si on retire tous les aliments à la fois, on ne saura pas qu'est-ce qui est problématique. Si c'est le gluten, si c'est les produits laitiers, si c'est les fructanes. Et on peut retirer un à la fois, voir comment ça va. Et de faire des tests comme ça, de retirer les aliments ou la diète FODMAP, si on a un côlon irritable, FOD, MAP, qui est une Ouais. diète, on va retirer les glucides qui fermentent dans l'intestin, le lactose, le fructose, le sorbitol. Et comme ça permet de les réintroduire progressivement pour voir comment on réagit. OK, super. Puis, selon toi, est-ce qu'il y a une approche nutritionnelle qui va mieux pour les gens qui sont sportifs? Oui, moi, les sportifs, à la base, c'est quand même 50-60 des calories sous forme de glucides, des besoins en protéines plus élevés selon le sport pratiqué, là, 1,2 à 1,3 grammes par kilogramme de poids, l'hydratation qui est clé de la performance, nutrition adaptée pendant l'épreuve sportive, qu'est-ce qu'on mange avant, pendant, après, quels suppléments on prend. Selon l'activité, encore une fois, quel électrolyte on prend selon l'activité, selon la durée, selon la température externe. Moi, je conseille souvent mes collègues Mélanie Olivier de Vivaid Nutrition, qui est une nutritionniste qui a
qui a été pour les Canadiens de Montréal, qui a été sur les Jeux olympiques. Donc, c'est la spécialiste au Québec en nutrition sportive. Donc, des cas d'athlètes de grosses performances comme ça, moi, j'en ai jamais pris en clinique. J'ai toujours aimé mieux référer aux spécialistes. Et puis, Mélanie Olivier a toute son équipe maintenant de nutritionnistes qui ne font que de la nutrition sportive. Donc, quand on est dans de la performance puis qu'on veut des résultats, là, la nutrition, c'est super important. OK. Puis, selon toi, ouais, en fait, ça répond un peu à ma question, là, mais est-ce que tu penses que le résultat d'une performance, là, c'est associé à combien en pourcentage, peut-être, d'une épreuve sportive? Bien, oui, tu as la nutrition, tu as les suppléments, mais tu as aussi toute l'année que tu t'es entraîné pour cet événement-là. Là. Ça dépend beaucoup aussi de l'entraînement. Tu n'arrives pas, tu te dis ultramarathon, tu n'arrives pas là, puis tu as couru juste un 5 km avant. Là, ça ne marche pas. C'est de la préparation. Fait que c'est la nutrition que tu as eue toute l'année aussi qui compte. Tu sais, la nutrition 365 jours par année, ça compte. Fait que, tu sais, c'est sûr que la veille de l'événement, ça compte, puis durant la journée, puis l'hydratation avant, le 500 millilitres avant, puis l'hydratation convenable, mais pas trop, parce qu'on ne veut pas tomber en hyponatrémie. Fait que c'est un ensemble de facteurs, là. C'est très difficile de donner un pourcentage. OK, super. Puis, j'ai vu aussi que tu as des repas préparés. C'est où qu'on peut trouver ça au juste? Oui, j'ai lancé cette gamme-là il y a 13 ans. C'est une gamme de repas préparés, prêts à manger, qu'il suffit de réchauffer. Et j'ai ma boutique en ligne, j'ai 35 choix. J'ai des déjeuners qui arrivent aussi cette semaine avec des omelettes. J'ai mes produits du garde-manger, des céréales, mélange à muffins, des collations, des tartinades sans sucre de fruits avec de la graine de chia. Bref, j'ai tous les produits pour le repas, les déjeuners, les collations, pour toutes les occasions de la journée sur ma boutique, isabellehuot.com. J'ai également des repas chez Métro, chez IGA, des repas surgelés. Je lance une gamme de repas frais dans les prochains jours. Donc, des bols repas et des repas frais aussi. J'ai vraiment une gamme super diversifiée qu'on trouve et en épicerie. J'ai mes barres tendres qui reviennent chez Costco, mes barres de quinoa sans gluten pour les cœliaques, donc vraiment une usine certifiée sans gluten, sans noix. Et ça, c'est disponible dans tous les Costco du Québec. Et j'ai des produits au Canada maintenant, fait que je livre mes produits un petit peu partout à l'échelle canadienne. OK, super. Puis, est-ce que c'est toutes des recettes que tu as conçues par toi-même? Bien, en fait, au début de l'entreprise, c'était pas compliqué. C'est un de mes clients qui me dit, c'est super tes livres Kilo Cardio, Isabelle, mais j'ai pas le temps de les cuisiner. Ah, je vais les faire pour vous. Fait que ma première gamme de prêt-à-manger il y a 13 ans, c'était les recettes de mes livres. Okay. Depuis, j'ai toute une équipe. Donc, j'ai des techniciennes en diététique qui travaillent avec les chefs des usines pour développer les nouvelles gammes de produits. Donc, c'est plus nécessairement mes recettes, c'est les recettes de mon équipe. Mais au départ, c'était effectivement mes recettes de mes livres. OK, super. Puis, c'est quoi tes projets à venir dans la prochaine année? Il y en a plein. Mais là, on lance une gamme de desserts santé. On a déjà la bûche de Noël qui fait fureur. Donc, on continue ça avec Chef Marianne. Mes repas prêts à manger chez IGA. 2 bols repas incroyables et 3 repas lancés dans quelques semaines. Et on a également, je rentre mes collations dans des hôpitaux, dans des écoles. J'ai quoi comme nouveau produit qui s'en vient? Mes boules d'énergie à base de purée de dattes délicieuses. On lance ça aussi. J'ai lancé des infusions pour donner du goût à son eau cet été. Là, on lance d'autres produits de thé vert. En tout cas, ma tête explose parce que j'ai toujours 1000 produits et je travaille sur un prochain livre. Il n'est pas commencé, mais j'ai le contrat de mon 18e livre. Et puis, je m'en vais lancer mon livre sur la ménopause en France.
Et puis, je vais me promener beaucoup cette année parce qu'on est dans le déploiement canadien. Donc, je fais des salons beaucoup, Toronto, probablement Vancouver aussi, là, dans les prochains mois. OK, donc tu as certains de tes livres qui sont traduits en anglais aussi? Mhm. Oui, j'ai des livres, Cessez de manger vos émotions, entre autres. J'ai des livres sur le système immunitaire, j'ai des livres traduits en anglais aussi, mais j'ai surtout mes produits dans des points de vente de Vancouver, en la Nouvelle-Écosse, dans les Maritimes. Donc, j'ai mes mélanges à muffins, mes tartinades qui se vendent plutôt bien, Vancouver, Victoria, Toronto. Donc, j'ai des produits un petit peu partout au Canada maintenant et ma nouvelle gamme de beauté là, qu'on lance dans plein de bannières, 1000 points de vente à compter du mois de novembre. Oh, OK. Fait que ça va être une année vraiment occupée pour toi? Très occupée. Donc, j'ai engagé beaucoup de nouvelles personnes au bureau pour justement, comme je suis au bureau à temps plein, je dois me dégager pour faire du développement de nouveaux partenariats, puis de nouveaux produits, puis de nouveaux points de vente. Donc, c'est une année où justement, je dépense beaucoup en main-d'œuvre parce que j'ai besoin de dégager mon horaire, là. OK. Puis, qu'est-ce que tu suggérerais à quelqu'un qui nous écoute, qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat? Ah, ben moi, je dirais les clés de l'entrepreneuriat. Bon, c'est une vision, donc de rêver, d'avoir un rêve. Ça, c'est bien important. Mais si on veut y arriver à ce rêve-là, moi, c'est d'avoir mes produits partout au Canada, même si je suis inconnue hors Québec. Euh, la persévérance, parce qu'on se fait souvent dire non, mais il faut persévérer, recogner aux portes. C'est un must. Si tu abandonnes au premier échec, c'est pas pour toi l'entrepreneuriat, là. C'est vraiment un métier qui est très difficile. Il faut être super travaillant. On travaille 7 jours sur 7, 14-15 heures par jour. Si on me dit, ah, moi, je veux travailler 20 heures semaine, c'est pas pour vous l'entrepreneuriat. Fait que, travaillant, ne pas compter ses heures, être passionné, être capable de ne pas trop faire d'anxiété avec les hauts et les bas de l'entrepreneuriat, parce qu'il y a des mois que je suis dans le négatif, là, ben je m'en fais pas avec ça, là. Si je passais des nuits blanches à chaque fois que, oh mon Dieu, mon chiffre d'affaires ce mois-ci est terrible, il faut vivre avec le risque, être confortable dans ce risque-là financier et puis être audacieux, ténacité, rigueur, persévérance. OK, excellent. Ben écoute, merci beaucoup de ton passage sur le Oui, podcast. c'est un Puis, plaisir. Bravo puis, à toi, ça dégage des belles valeurs et puis l'entraînement à la base de tout, c'est génial. Je te dirais, Jean-François, qu'il faudrait que je m'entraîne plus, mais je travaille trop. est-ce que tu trouves quand même le temps de t'entraîner un peu? Pas vraiment. Je fais du surf. Je suis bonne en ski alpin, je suis bonne en wake surf. Les gens disent, oh mon Dieu, tu es sportive. Je suis pas. Non, je ne suis pas sportive. C'est juste que j'en fais depuis longtemps puis je me débrouille bien. Mais honnêtement, je travaille beaucoup d'heures. Donc, le travail occupe pas mal, beaucoup de place dans ma vie. OK, super. Ben, écoute, bonne chance avec tes nouveaux produits, tes produits naturels, puis tes produits dans les épiceries. Merci beaucoup. Fait que c'est un plaisir et puis bon succès à toi. Merci beaucoup.